nous interrogeons énormément, bien sûr, ici à Saint-Étienne, mais dans le monde, évidemment, également. Mais vous, à quel titre connaissez-vous particulièrement ces deux pays? Alors, je les connais à plusieurs titres. Le premier est un titre personnel, puisque ma femme est russe, bien sûr, que j'ai de nombreux amis également en Ukraine. Donc, il y a un lien familial, amical entre ces pays. Le deuxième lien est un lien, j'allais dire, ancien, puisque lorsque j'étais élu à la ville de Saint-Étienne, sous François Dubanchet, dont j'étais le Benjamin, dans les délégations, j'assistais très souvent aux délégations avec la Russie, mais surtout avec l'Ukraine, puisque Saint-Étienne est jumelé avec l'Ukraine. Et puis, la raison la plus ancienne, c'est mon appartenance et ma fonction de secrétaire à l'association Loire-Ukraine, Loire-Russie, association qui est la seule en France et en Europe, je précise bien parce qu'on s'est renseigné, c'est la seule en France et en Europe qui conserve encore les deux pays, Ukraine et Ukraine et Russie, Russie, sans que les ambassades des pays ne nous aient demandé de de dissocier les les deux. séparer. Oui. Oui. Donc Donc ça, vous c'est avez, important. oui, voilà forcément une parole très particulière dans la mesure où vous êtes secrétaire de cette association qui est Loire-Ukraine et Loire-Russie, donc les deux pays Oui. en pétard pour le moment, quoi. Oui. Ou Loire, Ukraine, Russie, comme on veut, puisque généralement on Oui, l'appelle comme ça par plus facilité. Alors, en quelques mots, c'est une association qui va fêter ses 100 ans en 2028, puisque initialement, en 1927, à Paris, était lancée une association qui s'appelait les Amis de l'Union soviétique. Et on imagine bien par qui elle était lancée, hum, effectivement. En 1928, elle s'est créée à Saint-Étienne. En 1945, elle a pris le nom de France-URSS Loire, France-URSS Loire. Et en 1991, après la Révolution et 92, ça a été d'abord en 91, il y a eu deux associations, mais ça a duré 10 mois, avec comme président de Loire-Ukraine l'ancien commissaire qui était retraité René Bressy et comme président de Loire-Russie Marcel Bouchet, qui était du mieux, très, j'allais dire, syndicaliste très connu. Et quelques mois plus tard, parce qu'ils s'entendaient bien, ben, la décision a été prise de réunir. Et depuis 1992, eh bien, il y a réunion entre Loire, Ukraine, Russie. Et j'allais dire, nous ne faisons pas de politique, donc on s'entend bien. Donc nous avons toujours pris la décision et on s'interroge à chaque assemblée générale. Et à chaque assemblée générale, bon, on conserve une seule association. bon, c'est bien. Dites-nous un petit peu de géopolitique sur ces deux pays. Bon, on connaît l'histoire effectivement commune, mais depuis 2015 et le cessez-le-feu entre le Donbass et les régions voisines, il y a toujours eu des tensions. Alors, il y a toujours eu, alors, il y a deux en 2014, quand il y a eu j'allais dire les événements, appelons-les comme on veut, en fait, il y a eu deux événements conséquents. Il y a eu la région de Donetsk, qui a donné naissance à la République du Donbass, et puis la région de Lugansk, qui est une autre république, mais qui est intimement liée. Ce sont des régions qui étaient très industrielles de l'Ukraine et anciennement de l'Union soviétique. Et elles ont fait sécession. L'Ukraine continue de les revendiquer, c'est tout à fait logique. Mais si on regarde bien, le Kremlin de Vladimir Poutine ne revendique pas depuis 2014 l'appartenance de ces régions, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça lui coûterait très très cher, ça coûte très très cher à la Russie de les prendre Oui, ça, en ça coûte. Russie. Voilà. Et la Russie n'est pas un pays riche, contrairement à ce qu'on pense. Il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a tout ce qu'on veut, mais le niveau de vie aujourd'hui des Russes a chuté ces dernières années. C'est une réalité. Hein. Le salaire moyen en Russie est de 360 euros. Mais si vous prenez des grandes villes C'est comme plus élevé Moscou, en Ukraine? non, 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 c'est c'est plus bas la en même chose. Ukraine. Oui. C'est beaucoup plus bas en Ukraine, effectivement. Mais si vous prenez des villes, alors Moscou, c'est une ville à part, le salaire est plus élevé, mais une ville que je connais bien, parce que ma femme est de là-bas, mais si vous prenez l'Oural et Yekaterinbourg, eh bien, le mètre carré en immobilier est plus cher qu'à Saint-Étienne.
Mais à Saint-Étienne, c'est pas cher. Oui, d'accord. Enfin, là, on parle de la Russie. Là, on parle de Oui, la oui, Russie. oui, je Ce que je veux comprends. dire, c'est que il y a des problèmes, effectivement. Donc, ce sont des républiques autonomes, mais il n'y a qu'eux qui se revendiquent, et encore qu'une partie qui se revendique comme autonome. Mais depuis 2014, il y a des morts tous les mois. Tous les mois. Donc, il y a eu au total, je crois, 13 ou 15 000 morts, mais il y a des morts, sinon, tous les mois. Donc, constamment. Donc, c'est vrai que Ah ben, on a la c'est vrai visite que du chat. on a Sympathique. la visite du chat, effectivement, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, le chat s'appelle Nelson. Donc, Oui, mais très bien. euh, comme l'amiral. Hmm. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une situation pas inextricable, mais très difficile. Les Russes dans la rue, quand vous leur posez la question, ils ne voient pas la différence entre Ukraine et Russie. Vous avez des millions de familles où le mari est russe, la femme est ukrainienne, ou vice-versa, où il y a des enfants ou des oncles, des tantes. Oui, C'est c'est un très petit peu compliqué. comme l'Allemagne, l'ex-Allemagne Est et Ouest, finalement, où des Oui, familles étaient partagées entre les deux lignes, mais oui, ils bien étaient sûr. allemands tous les deux, quoi. Et si vous prenez j'allais dire, l'histoire, la religion orthodoxe est née à Kiev et les tsars étaient couronnés à Kiev. Donc pour les Russes, c'est comme pour la Biélorussie, pour eux, c'est la Grande Russie. Pour les Ukrainiens, c'est un peu différent. Alors d'abord, il y a toujours eu, dans tous les siècles, une volonté indépendante d'une partie de l'Ukraine, c'est une certitude. De Kiev jusqu'à l'ouest, La partie les gens se occidentale, sentent ouais. ukrainiens. Hmm. Et aujourd'hui, mes amis ukrainiens me disent, mais parce qu'il y a l'association Loire-Ukraine, mais il y a en Ukraine depuis 30 ans une association qui s'appelle Ukraine-Loire, qui était à Lugansk, justement. Puisqu'il faut voir que Lugansk, ville jumelle de Saint-Étienne, ou Louhansk en ukrainien, c'est le premier jumelage de la ville de Saint-Étienne. Le maire de Saint-Étienne, d'ailleurs, Gaël Perdriau le rappelle, je crois, dans une de ses publications, mais c'est vrai que c'est le premier jumelage. Eh bien, Oui. Lugansk, traditionnellement, il y avait une association Ukraine Noire qui s'est déplacée pendant la guerre de 14-15 jusqu'à Kiev, puisque certains étaient poursuivis, ce qui est quand même est assez désastreux. Et les Ukrainiens se sentent effectivement très indépendants dans l'âme, ce qui est assez logique. Mais les deux ne veulent pas la guerre. Personne ne veut la guerre. Ouais, là, vous nous rassurez parce que j'entendais l'autre jour une analyse politique également sur une radio périphérique où la personne qui s'exprimait, je ne vais pas la citer ici, mais disait qu'effectivement, elle voyait plutôt des manœuvres d'intimidation, mais sans que ça puisse se déboucher sur une réalité. C'est ce que vous nous dites un petit peu aussi. Alors, depuis le début des manœuvres, si on reprend ce que dit le Kremlin, mais si on reprend aussi les observations, j'allais dire occidentales, pendant très longtemps, les Russes n'ont amené que des hommes, pas de logistique. Donc il est vrai que vous ne faites pas de guerre si vous n'avez pas la logistique. Depuis quelque temps, il y a la logistique. Donc ils peuvent effectivement faire la guerre. Mais il faut voir que, premièrement, la guerre coûte très cher, très très cher. Tout le monde le sait. Que la Russie, certes, c'est la deuxième armée du monde, mais la Russie n'a pas forcément les moyens d'entretenir l'Ukraine et ni une guerre très longue. Et ensuite, les mesures de rétorsion contre la Russie seraient d'une autre ampleur cette fois-ci, qui pourraient quand même les gêner, qui nous gêneraient nous, c'est une certitude, mais qui pourraient les gêner. Et au fond, ce n'est pas ce que recherche le Kremlin et Vladimir Poutine. Alors je fais quand même une parenthèse en faisant observer que il est de bon ton de taper sur Poutine, et je comprends bien, ce n'est pas un démocrate comme le président Macron, même s'il y a bien des manifestations où on parle de dictature en France, ce qui fait quand même rire. Les gens qui connaissent la Russie, qui ont été élevés, ils vous disent, mais on va leur parler de ce que c'est qu'un pouvoir fort. Eh bien, il faut voir que si demain, il n'y avait plus Poutine, il y a pire derrière. Zhirinovsky, par exemple, qui est un leader de l'extrême droite, ou les communistes, j'allais dire, c'est pire. C'est pas Poutine. C'est beaucoup moins sympathique et gentil que Vladimir Poutine. Donc, et c'est ce qu'on a fait, si vous voyez bien, dans tous les pays, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, en Afrique. Chaque fois, on dit, bah oui, ce sont des dictateurs, donc on ne va pas parler avec eux. Très bien. Comme le disait De Gaulle, si on parle qu'avec des démocrates, on parle avec personne. Mais
il faut bien voir que chaque fois qu'on a fait ça, on a eu pire après. Chaque fois, dans le Moyen-Orient, on a eu les barbus, on a eu des dictateurs pires. Ben, le Mali, c'est un dernier exemple, mais c'est vrai. Et du coup, on pourrait avoir pire. Donc, il faut discuter avec les gens. Et ce que souhaite le Kremlin, c'est au fond une zone, comment peut-on appeler, une zone neutre, de neutralité. Une zone tampon, oui. Oui. Une zone tampon, alors qu'on appelle ça glacis, ça c'est l'expression d'un candidat à la présidentielle française, mais d'une zone tampon indépendante constituée de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie, comme la Finlande. C'est ce que veut le Kremlin, effectivement. Donc les pressions, voilà. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi, entre guillemets, ils font monter comme ça une campagne d'information qui dit attention, l'attaque est imminente? Pourquoi mettent-ils comme ça la pression sur les médias pour annoncer quelque chose qui est imminent, qui va se passer? Alors, j'allais dire, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons très économiques. Il faut bien voir que les Américains ont effectivement beaucoup de gaz de schiste à vendre et que ça ne leur déplairait pas qu'on remplace du gaz russe par le gaz de schiste, premièrement. Deuxièmement, il y a la volonté de l'OTAN. C'est confortable au fond, parce que si la Russie et le bloc de l'Est n'est plus un ennemi, l'ennemi, il est trouvé, c'est la Chine, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué pour l'OTAN. Là, si on retrouve notre ennemi classique, on va dire, c'est relativement confortable. Ensuite, on a fait ça et on n'a pas écouté au début. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, quand Poutine est arrivé, il avait suivi ce qu'avait dit Yeltsin et avant lui Gorbatchev, puisque quand Mikhail Gorbatchev a rencontré George Bush père avait dit, vous savez, l'OTAN n'avancera pas plus, not inch, pas d'un pouce. Et ce qui s'est passé, dès l'instant où l'Est, le mur est tombé et l'Est s'est ouvert, l'OTAN a avancé son bloc jusqu'à la Pologne, aux Pays-Baltes. Et donc les Russes ont l'impression qu'on n'a pas respecté notre parole, enfin, les Occidentaux. Et l'un des, non pas secrets, mais il faut savoir, dans la vie courante, y compris avec quelqu'un qui est votre compagne, et a fortiori pour les affaires économiques ou pour la politique, les Russes disent, si vous promettez quelque chose, il faut l'avoir dans la main. Quand on promet, vous promettez des vacances à votre femme, ou vous promettez un accord économique ou politique, il faut l'avoir dans la main. Il faut être capable de le faire. Sinon, bon. Donc, là, on a raté le coche. La Russie voulait discuter. Quand Poutine est arrivé, il a proposé justement. Et l'Europe a cédé parce que l'Europe n'a jamais été très courageuse, on le sait bien, et je suis très européen dans l'âme, ça c'est sûr. Mais on n'a pas osé aller contre les Américains qui ne voulaient pas d'un accord entre une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest. Oui, ça aurait fait un bloc très important face. Oui, bien sûr. Si on imagine une Europe réunie avec un accord de partenariat économique entre l'Est et l'Ouest, c'est la première économie du monde. Ah oui, oui. Ce que ni la Chine ni les États-Unis ne peuvent supporter. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cela au milieu. Alors après, qu'il y ait une volonté... Vladimir Poutine n'a pas réussi à faire de la Russie un gagnant économique. Il a essayé, ça fonctionne quand même pas très très bien. En revanche, là où il est très fort et là où il a réussi, c'est de redonner sa splendeur à la Russie. Et les Russes sont attachés à ça. Ils se sont sentis, dans les années Gorbatchev et Yeltsin, humiliés. Humiliés parce que Boris Yeltsin était sous à partir de midi et qu'il faisait honte. Où on sait très bien, quand il était à l'Élysée, le président Chirac disait son sport favori, c'était de tapoter sur les fesses des filles et de tirer les soutiens-gorge. Pour un président étranger, vous avouerez que ça fait quand même léger. Quant aux années Gorbatchev, les Russes, là encore, pas de la nomenclatura. Vous savez, les Russes traditionnels disent, au fond, le communisme, ça n'a pas rendu les pauvres riches. Ça, on a changé de nomenclatura. Et maintenant, c'est pareil. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que sous Gorbatchev, qui est adoré à l'Ouest, les Russes n'avaient rien à manger. Et quand je dis rien, Svetlana me racontait que... je vous racontais une anecdote très personnelle, mais un jour, à la maison, je lui dis, tiens, on va faire des confitures. Elle me dit, écoute, tes confitures, tu les feras si tu veux, mais tu les feras tout seul.
Parce que nous, dans les années Gorbatchev, on allait ramasser des petites baies, des argouzes, et parfois dans la journée, il n'y avait qu'une seule tartine de confiture. Ah oui. C'est ça les années Gorbatchev pour eux. Et au début, quand Yeltsin est arrivé, il y a eu l'effondrement économique et l'effondrement de la monnaie, ce qui fait que ceux qui étaient propriétaires se sont retrouvés avec rien. Donc, ils se sont sentis humiliés. Et l'un des avantages de Vladimir Poutine, qui encore une fois n'est pas un démocrate, c'est une certitude, mais l'un des avantages pour les Russes moyens, c'est de leur avoir rendu la fierté d'être Russes. Et ça, nous, on ne le maîtrise peut-être pas parce qu'on a l'habitude de la démocratie, parce que la Ve République a fait que notre pays est défendu, notre pays, on s'en sort relativement bien, et on voit bien qu'on a 7% de croissance cette année, on a un pays qui vit avec un système social que tout le monde nous envie, y compris bien sûr les pays de l'Est. Donc on a de la difficulté à se rendre compte. Mais les Russes se sont sentis humiliés par ces années, et les Ukrainiens, eux, se sentent humiliés maintenant. C'est ce qu'il faut, parce qu'ils se sentent ballottés entre la Russie et l'Ouest. Et il faut comprendre que pour les Ukrainiens, c'est très très difficile. Et est-ce que le danger finalement ne pourrait pas venir des Ukrainiens qui, se sentant humiliés, voudraient en découdre? À mon avis, non. D'abord parce qu'on voit qu'ils ont un président de la République, Vladimir Zelensky, sincèrement, qui fait des choses assez extraordinaires dans le sens où, lui qui n'avait pas d'expérience diplomatique, il se montre très chevronné. Il n'y a pas eu l'ombre d'une escalade de sa part. Rien. En revanche, je pense que le danger vient plus de ceux qui peuvent utiliser cette période-là, c'est-à-dire les indépendantistes du Donbass comme de Lugansk, qui peuvent prendre prétexte, et on voit bien, c'est ce qu'ils font. Alors qu'ils soient soutenus par des mercenaires russes, par une partie de l'armée rouge, peut-être, sans doute, probablement. Mais en tout état de cause, ça vient plus d'eux, à mon avis, et le danger vient plus parce que l'étincelle peut prendre d'un jour à l'autre. Oui, ça c'est vrai. Bon. Mais encore une fois, la guerre, ni les uns ni les autres ne la veulent. Très bien. Merci Jean de cette analyse très très pertinente et vécue, puisque voilà, c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement. Est-ce que vous parlez un peu russe? Я говорю по-русски. Comment dit-on paix en russe? Mir. Comme Comme la station. La station Mir. D'accord, la station Mir. Mir. Très bien. Merci Jean, bonne journée à vous. À très bientôt. Bonne journée. Au Merci. revoir.